Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Laurent Richard, on se retrouve. Nous avons discuté dans un premier podcast, pour ceux qui arriveraient sur ce deuxième podcast en ayant loupé le premier. Donc le premier podcast parlait de Mafia au cœur de l'Europe, une soirée spéciale sur France 5 avec 2 documentaires de 52 minutes. Slovaquie, les fiancés assassinés et Malte au nom de Daphné. Et en fait, j'avais très envie de parler un peu plus avec vous de Forbidden Stories, ce consortium, ce réseau que vous avez monté. Je vais vous laisser expliquer de quoi s'agit-il. Forbidden Stories, c'est un réseau de journalistes d'investigation dans le monde entier qui a pour mission de poursuivre les enquêtes de reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, et de considérer que lorsqu'un journaliste meurt pour une histoire, l'histoire est sans doute toujours très importante parce que quand on y regarde de plus près, les journalistes quand ils sont assassinés, ils le sont parce qu'ils ont enquêté sur des crimes environnementaux, sur des faits de corruption majeurs, sur des systèmes de blanchiment d'argent, et des sujets qui sont très importants, pour nous tous. Donc la mission, c'est celle-là. On travaille à plusieurs pendant des mois, et non seulement on enquête sur le meurtrier, celui qui a pu commanditer le meurtre du journaliste, mais surtout on poursuit son travail pour faire en sorte que l'histoire ne meure jamais. Et alors, quand et comment vous est venue cette idée de créer Forbidden Stories ? C'était ça fait des années que je travaille que je réalise des documentaires d'investigation. J'ai souvent été amené à voyager dans des pays où la liberté de la presse n'était pas vraiment une réalité. Et comme en Azerbaïdjan par exemple, où j'avais enquêté sur des faits de corruption, et j'avais été d'ailleurs brièvement arrêté, mais comme j'étais français, j'avais été juste brièvement arrêté. Et voilà, mais pour le même type d'enquête, des journalistes en Azerbaïdjan l'ont payé au prix fort. Khadija Ismailova, célèbre journaliste azerbaïdjanaise, a fait des mois de prison pour la même enquête que moi je menais. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à me demander comment nous, qui disposons d'une liberté de la presse dans nos pays, comment on peut en faire bénéficier les autres, et quelle est la façon la plus efficace pour le faire. Et le journalisme collaboratif est un outil extrêmement efficace pour ça. C'est-à-dire que face aux menaces, travailler ensemble apporte beaucoup plus de protection. Ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste si on est 50 derrière à prendre la relève. C'est aussi le journalisme collaboratif une façon extrêmement puissante de travailler, puisque derrière chaque information, derrière chaque mot, derrière chaque phrase, vous allez retrouver 45 ou 80 journalistes qui ont fact-checké et vérifié. C'est aussi un modèle économique très intéressant parce qu'on partage les ressources et on partage les coûts aussi. Donc on peut mener des enquêtes comme ça. Et enfin, c'est une enquête une méthode qui garantit aussi un impact à nos publications et à nos informations, puisque les histoires sont publiées dans le monde entier au même moment et à la même heure. Donc c'est vraiment la philosophie de Forbidden Stories, quand je l'ai créée, en tout cas, c'était vous vouliez passer sous silence cette enquête-là, nous l'avons exposée partout. Et le but, c'est vraiment d'envoyer un message très fort aux ennemis de la liberté de la presse pour leur dire: vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message. Et je crois qu'il y avait un lien aussi par rapport au fait que vous étiez dans des locaux voisins au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Oui, absolument. Et donc vous étiez dans les locaux de première ligne, de la maison de production première ligne. Oui, je suis arrivé 2 minutes après que les terroristes soient partis, et c'était un événement évidemment très traumatisant. J'ai fait partie des premiers qui étaient arrivés dans la pièce de Charlie, et on a fait tout ce qu'on a pu pour aider les personnes, et évidemment c'était une expérience qui nous a tous traumatisés et qui a changé pas mal de choses, en tout cas, qui m'a convaincu de penser à la suite et de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire en tant que journaliste pour poursuivre les enquêtes des reporters assassinés. Oui, et sur votre site, on peut lire: notre but est de faire vivre le travail des reporters menacés, emprisonnés ou assassinés, et de s'assurer qu'un maximum de personnes aient accès à une information non censurée sur des sujets aussi importants que l'environnement, la santé, les droits de l'homme ou la corruption. Le journalisme collaboratif nous permet de donner aux enquêtes une couverture médiatique planétaire. Celles-ci sont publiées simultanément, donc vous venez de le dire, dans de nombreux médias répartis sur plusieurs continents.
ce réseau international de médias partenaires qui publie sur les 5 continents. Quels sont ces médias et comment ça fonctionne? Vous êtes tout le temps en contact toute l'année? Vous avez Ouais. une plateforme pour vous rassembler? Comment vous... Oui, absolument. En gros, depuis sa création, Forbidden Stories travaille avec une centaine de journalistes dans le monde qui viennent de 30 à 40 organisations de presse différentes sur tous les continents. Le point commun de tous ces journalistes, c'est qu'ils croient dans ce journalisme collaboratif-là, dans le fait de partager les informations. Donc on partage les infos, on travaille en réseau, on coordonne les enquêtes mondiales, on divise le travail, on communique sur des plateformes chiffrées et sécurisées, et on essaye à chaque fois, pour chaque projet, de réunir une équipe, euh, une équipe dédiée qui va accumuler les compétences distinctes, différentes, spécifiques en fonction du sujet. On a besoin de gens qui sont très experts dans une enquête sur un homicide et d'autres qui vont avoir beaucoup de contacts dans le domaine du renseignement ou de l'évasion fiscale ou de tout autre sujet que l'on doit enquêter pour poursuivre le travail du reporter assassiné. Est-ce qu'il y a d'autres programmes comme celui-ci dans le monde qui poursuivent cette même mission? La même mission, non. On est les seuls au monde à poursuivre le travail des reporters assassinés ou menacés ou emprisonnés, à le faire en tout cas euh, en tant que mission d'une organisation. Après, il y a d'autres consortiums d'investigation. Il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a un qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle l'ICIJ, qui a coordonné les Panama Papers. Il y a aussi l'OCCRP, qui fait un fantastique travail plutôt dans la partie est du monde, sur la Russie, les pays de l'Est, du Caucase, Asie centrale. Et puis après, il y a des investigations collaboratives qui ont lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine et un peu partout. Combien de journalistes aujourd'hui font partie du réseau? Une centaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé ou qui sont en cours, enfin si vous pouvez en parler, pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs, parce que vous êtes reliés à beaucoup des grands sujets dont on a pu entendre parler ces dernières années en termes de scandales qui ont été révélés? Alors, notre première enquête, c'était le projet Daphné, le Daphné Project, après l'assassinat de Daphné Caruana Galizia à Malte en 2017. Et puis après, on a mené aussi une enquête qui s'appelait Green Blood et où on a poursuivi le travail de reporters qui avaient tous pour point commun d'avoir enquêté sur des crimes environnementaux. L'un avait été assassiné, Jagendra Singh, en Inde, alors qu'il enquêtait sur la mafia du sable. Un autre avait été forcé à l'exil en Tanzanie et un troisième avait été emprisonné alors qu'il enquêtait sur la pollution causée par une mine de ferro-nickel au Guatemala. Puis après, on a fait le projet Cartel, où on a poursuivi le travail de reporters mexicains, et plus précisément celui de Regina Martinez. Et puis plus récemment, évidemment, on a travaillé et coordonné le projet Pegasus, qui a révélé un scandale mondial qui révélait un système d'espionnage utilisé massivement par un grand nombre de gouvernements qui visait entre autres des journalistes, mais pas seulement, mais aussi des militants des droits de l'homme, des opposants politiques et toute une série de personnalités. Et quelques mots alors, avant de terminer, de l'impact, parce que j'ai visité, et j'invite nos auditrices et auditeurs à aller sur le site de Forbidden Stories, à aller regarder la page Impact, parce qu'à une époque où on commence à être sérieusement découragé d'agir, beaucoup de gens ont l'impression qu'on est toujours David contre Goliath et qu'on s'attaque, qu'on est tellement minuscule en tant que citoyen ou même en tant que journaliste. Et sur les pages Impact de votre site, c'est franchement encourageant de voir les chiffres, mais il y a les chiffres et puis il y a aussi des impacts très profonds en termes de lois dans les pays, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Non, mais sur le projet Daphné, on en a parlé tout à l'heure dans le premier épisode, l'impact est grand parce que ça a permis entre autres, de révéler qui se cachait derrière le meurtre, pour quelle enquête Daphné avait été assassinée. L'impact le plus récent dont on peut parler, c'est l'impact du projet Pegasus, qui chaque jour a son rebondissement ou son nouvel impact. Le département du commerce aux États-Unis a blacklisté la société NSO qui vendait ce logiciel-là. La Cour suprême en Inde a diligenté une commission d'enquête. La France a créé plusieurs conseils de défense sur le sujet, a convoqué le ministre de la Défense israélien. Il y a
Des plaintes sont déposées un peu partout dans le monde, des personnes dans le monde entier ont fait l'analyse de leur téléphone grâce à la méthode rendue publique par notre partenaire Amnesty International Security Lab et ont découvert des traces d'infection du logiciel Pegasus sur beaucoup de téléphones. Donc oui, il y a un impact assez important et cet impact, il est la conséquence d'une façon de travailler, d'une méthode très sérieuse de travail de plusieurs journalistes qui, pendant des mois, travaillent ensemble dans le plus grand secret et surtout en disposant de temps. Et une enquête ne peut pas avoir d'impact ou ne peut pas avoir la clé quand on investigue, c'est vraiment le temps dont on dispose. C'est un temps qui est nécessaire pour convaincre les gens de parler, pour trouver des documents, trouver des preuves, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, pour prendre le temps de fact-checker et de trouver aussi la façon de raconter l'histoire pour que des histoires complexes doivent se raconter aussi de manière très simple. Donc ça prend du temps de trouver la bonne narration aussi. Mais il y a aussi, vous avez des liens aussi, je crois, avec la journaliste Maria Ressa, non? J'ai vu sur votre site, vous avez travaillé avec elle, ou qui a été récemment nominée pour le prix Nobel de la paix aux Philippines. Oui, on a, en tout cas, Maria Ressa et son site d'information Rappler sont visés terriblement par le régime philippin, et donc on a fait en sorte d'amplifier le travail de Maria Ressa en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent là où la guerre a lieu, la guerre de désinformation ou le harcèlement en ligne, et Maria Ressa en est une victime. Et donc on a fait en sorte de faire connaître au plus grand nombre les enquêtes qui gênaient autant le régime de Duterte aux Philippines. Voilà, alors je rappelle que sur le site de Forbidden Stories, vous pouvez aussi retrouver justement ces vidéos, c'est passionnant, hein. Moi j'ai regardé celle pour Green Blood, pour les différents projets, il y a des vidéos que l'on peut d'ailleurs partager sur les réseaux sociaux pour faire partie soi-même en fait du mouvement d'amplification, pour dire vous pouvez tuer le messager mais pas le message, et évidemment plus on est à relayer et plus l'impact et plus le... Ça me fait penser toujours à cette image qu'on a, je pensais à ça en regardant vos documentaires, cette image qu'on a beaucoup vue il y a quelques années sur les réseaux sociaux, d'un gros poisson qui poursuit un tout petit avec la gueule grande ouverte qui est prêt à l'avaler. Et sur l'image suivante, on voyait des tonnes de petits poissons qui poursuivent le seul gros. Et voilà le renversement du pouvoir, quoi. Laurent Richard, un grand merci. Merci à vous. C'était vraiment à l'arrache entre deux avions et je sais que vous bougez beaucoup, donc un grand merci de nous avoir accordé ce temps pour parler, pour sensibiliser à ces sujets. Je rappelle que le sujet du premier podcast, c'était sur cette soirée dimanche soir, des journalistes assassinés au cœur de l'Europe, 2 documentaires à voir sur France 5 et France.tv. Ça s'appelle le Mafia au cœur de l'Europe avec la Slovaquie et Malte. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.